Bonjour et bienvenue, mesdames et messieurs. Fidèles de Presse Éco, c'est votre émission, votre tribune hebdomadaire qui permet donc de revenir sur les sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale avec nos chroniqueurs, nos hommes de médias, nos analystes qui sont autour de cette table. Nous allons donc passer en revue les sujets qui ont marqué l'actualité, d'abord au plan national, surtout au plan national, parce qu'aujourd'hui on n'a pas de sujet international, mais au plan national, premier sujet, il s'agit du licenciement de 21 policiers qui appartiennent donc au syndicat APN. Nous allons débattre de ce sujet. Et puis, second sujet, il s'agit de l'an 5 de l'insurrection. L'an 5 de l'insurrection, commémoration un peu diversifiée. Et nous allons donc en parler avec des points de vue tout suffisamment opposés. Et puis, en dernier sujet, il s'agit tout simplement de ces mesures annoncées à l'occasion donc de la fête de l'armée, des mesures pro-soldats, on va dire comme ça, des mesures pour soulager les familles des victimes des soldats tombés sur le champ de bataille. On va donc débattre de ce sujet-là avec mes invités. Premier invité, c'est Lionel Bilgo. Il est directeur Afrique de Téménéis Média, qui est une structure d'édition et de communication. Merci Lionel d'être sur ce plateau. Et puis André Eugène Ilboudo, il est directeur de la radio des écoles. Merci André Eugène Ilboudo d'être là. Et puis Évariste Faustin Concebo, chroniqueur média, président du CEDEV, qui est le SEC d'éveil, Association de défense des droits de l'homme, et premier porte-parole du FORAC, le Forum alternatif des citoyens. Merci Évariste d'être sur ce plateau. Puis enfin, dernier invité, Mamadou Ali Kompaoré, il est journaliste, ancien rédacteur en chef, je précise, journaliste à la RTV Télévision Nationale, ancien rédacteur en chef et ancien présentateur du 20h, pour compléter mieux. Merci à vous d'être sur ce plateau et merci à ceux qui nous suivent. Aujourd'hui, on n'aura pas d'interaction, donc on ne pourra pas donc prendre des interventions. Ce sera pour la semaine prochaine. Alors, pour ce qui concerne le sujet de la police, je vais me tourner vers André Géniboudou parce que la semaine dernière, justement, on en parlait et il y avait une mise en garde qui avait été faite par André Géniboudou pour dire celui qui va licencier, Alors, le fait est là. Un arrêté en date du 10e mois 2019, signé de Mme Maïmouna Tombiano, SG du ministère de la Sécurité, avait donc, en tout cas, rendu le licenciement du 6 août 2019, un licenciement qui s'est fait depuis le 6 août 2019. Alors, on va apprécier d'abord vraiment cette mesure-là qui tombe dans un contexte, on va dire, de mobilisation des FDS et d'insécurité. Non, en fait, ils ont osé. Vraiment, ils ont osé. Et ça, je trouve qu'on fait beaucoup de tort à notre nation. Au moment où tout le monde dit qu'il faut que nous nous soudions, au moment où on dit qu'il faut la réconciliation nationale, au moment où tout le monde se met d'accord pour dire arrêtons les divisions, il y a des agents de l'État qui créent encore des problèmes pour l'État. La police nationale, la mutinerie, ceux qui savent le dossier, ils savent qu'on a licencié des policiers qui n'ont rien fait dans leurs droits. Et c'est établi. Dans ce dossier, on sait par exemple que ceux qui ont été à l'origine de la mutinerie n'ont même pas été sanctionnés. Et on a sanctionné des innocents. Aujourd'hui, la police licencie des gens. Malheureusement, ça va retomber sur l'État. C'est pourquoi je disais, ceux qui ont signé ce dossier-là, il faut qu'ils se préparent eux-mêmes. Et quand on va dire qu'ils ne sont pas dans les règles, qu'ils puissent eux-mêmes payer les dommages et intérêts. Parce qu'on ne peut pas créer des fautes toujours et mettre sur le dos de l'État. Vous avez déjà commencé à couper le salaire des gens avant de les licencier, ce qui était illégal. Et vous prenez encore cette décision pour licencier les gens. Tout le monde sait que c'est de l'arbitraire. Un chef, ce n'est pas celui qui broie ses subordonnés. Un chef, c'est celui qui protège ses subordonnés. Et c'est ça que vous faites, une équipe qui est soudée. Par exemple, si je prends le cas du IRSP, pourquoi le IRSP était fort? Parce que les chefs protégeaient leurs subordonnés. Quel que soit ce que les gens faisaient, c'est le chef qui casquait. Ici, on a des chefs qui broient les subordonnés. Vous ne pouvez pas avoir une alliance forte si ceux qui sont sous vos ordres savent qu'au moindre pépin, vous allez les lâcher. Et si nous voulons créer une nation forte, il faut que les chefs apprennent à s'assumer. Et André Géniboudou, dans ce cas précis, apparemment, la justice est du côté des éléments de l'agence police nationale qui ont fait des recours en justice, dont certains il y a des décisions en leur faveur qui n'ont pas été respectées par la hiérarchie. Parce que quand on regarde ici, le licenciement date du 6 août 2019. Donc, dans le décret, il est dit que le licenciement prend date à partir
prend vigueur à partir du 6 août 2019. Pendant ce temps, le 21 juin, il y a eu une décision d'affectation qui a été attaquée, et cette décision-là a été suspendue par la justice le 9 août 2019. Et puis, il y a eu même une note d'affectation le 16 septembre 2019, avec délai de prise de fonction le 30 septembre. Et puis après, on pose des actes d'affectation alors qu'on a considéré qu'il y a eu licenciement. Pourquoi je dis que c'est de l'arbitraire, c'est de la force brute. Mais nous sommes dans un état de droit. La force ne peut plus prospérer. Et quand vous savez, les gens qui ont la capacité et qui ont le devoir de faire respecter, de donner des ordres, quand vous avez l'avantage que des gens sont obligés de respecter les ordres que vous donnez, il faut faire attention aux ordres que vous donnez. Un bon responsable, comme je l'ai dit, vous vous faites respecter parce que vos ordres sont justes. Si vos ordres ne sont pas justes, vous amenez la révolte. Et je dis, en licenciant ces gens, ce n'est pas les CES seulement que vous licenciez. Tous ceux qui sont dans la police la regardent. Et ils savent qu'on est là aujourd'hui. Au moindre faux pas, on va nous broyer. Alors, et ça ne peut pas... Ils ont décidé de faire appel comme d'habitude. Bien sûr. Alors, Bilgo, quand on regarde ça, est-ce qu'il faut peut-être conclure qu'il s'agit d'une répression ou simplement d'une simple traque, d'une hiérarchie qui ne veut pas voir un jeune syndicat? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut voir les choses quand, par exemple, il y a eu des décisions de justice qui ne sont pas du tout respectées et malgré ça, on pose soi-même des actes et qu'on contredit par d'autres actes? Ça ressemble plus à une répression pour moi. Mais quand les décisions de justice ne sont pas respectées, c'est très grave. Et surtout quand la première institution nationale devrait donner l'exemplarité, en ce sens-là, ne respecte pas les décisions de justice, c'est très grave. Qu'est-ce que nous, citoyens lambda, qu'est-ce que nous, population, on va faire de cette justice-là? Ensuite, André-Eugène Ilboudo a bien cerné le problème, mais pour que les téléspectateurs le comprennent, il faut dire la raison pour laquelle ils ont été licenciés, c'est pour abandon de poste, disons. Bon, je pense que ce n'est pas le seul syndicat qui soit allé en grève. Je pense que la question de licencier ou en tout cas de supprimer les salaires de ceux qui vont en grève avait déjà commencé au sein du ministère de l'économie. Mais on n'a pas vu de licenciement. Il ne faut pas que l'on donne l'impression aux policiers que leur institution a un traitement différent des autres institutions et surtout qu'il y a un acharnement particulier sur cela. André-Eugène disait tout à l'heure que nous sommes dans une dynamique de paix, dans une dynamique d'union, mais surtout qu'il faut que le subordonné se sente protégé, se sente respecté pour qu'il y ait un résultat efficient et efficace dans le travail. Je pense que la question de l'alliance, là, de ce syndicat-là, doit être éclairée. Et la justice doit dire si la police peut avoir un syndicat ou pas. Et surtout, est-ce que c'est à la hiérarchie de dicter les méthodes ou la manière de fonctionner de ce syndicat-là? Il y a plein de questions qui se posent, hein, parce que, reconnaissons-le, la police n'était pas habituée à avoir un syndicat aussi bavard que maintenant. Et donc, certainement que ça trouble certaines personnes, certainement que ça perturbe certaines personnes, et c'est un fait nouveau. Comment il faut aller avec ce fait-là? Je pense que c'est à la justice aussi de taper du poing sur la table et surtout de faire respecter aussi ces décisions-là. Et alors, elle en a les moyens. Peut-être qu'il faut juste réexpliquer ce qu'on a déjà dit par le passé. Le 21 juin, la hiérarchie affecte, donc soit une note d'affectation des responsables, des dirigeants du syndicat, alors qu'une loi, une disposition de l'OIT dit qu'on n'affecte pas les dirigeants. Donc la décision est attaquée par l'APN au niveau de la justice, donc qui suspend cette affectation le 9 août 2019. Mais malgré cela, il y a une affectation qui apparaît donc le 16 septembre à nouveau pour leur demander de rejoindre les postes avec délai en tout cas de fonction le 30 septembre. Alors, et pendant ce temps, c'est pendant ce temps que la proposition des licenciements est sortie, alors qu'il y a la décision de justice qui suspend cette mesure, cette affectation. Évariste. Moi, je n'analyse pas ça sous l'angle de la justice parce que je sais qu'il y a matière à dire. Mais je ramène ça sur un autre terrain, qui est que c'est un rapport de force, parce que apparemment, quand même, les militants de l'APN étaient rentrés dans un rapport de force visiblement avec la hiérarchie. Et il faut aussi tenir compte donc du caractère assez spécifique. C'est vrai que d'ailleurs des syndicats, enfin des militants d'autres syndicats ont grévé, ont refusé d'aller travailler, mais ils n'ont pas pour autant encouru les sanctions aussi graves. Mais certainement, je comprends peut-être la spécificité de ce corps.
et justement qui peut-être pas et qui a des difficultés pour intégrer, comment dirais-je, accepter un syndicat dans un corps comme la police, parce que c'est nouveau. Maintenant, est-ce que c'est le choix des policiers syndiqués? Ils ont créé les syndicats en fonction des possibilités de le faire. Légal. Mais là, vous avez la hiérarchie. Apparemment, c'est un problème. La hiérarchie qui refuse et qui sanctionne, parce que ça, c'est perçu comme une sanction. Bien sûr, ça fait mal, parce qu'ils vont prendre les procédures. Vous savez, les procédures, ça peut durer X années, hein, mais en attendant... ils vont souffrir, c'est sûr. Ça, c'est une sanction. De ce point de vue, on peut pas le nier. Maintenant, est-ce qu'on était obligé d'en arriver là? Moi, je pense que non. Et je l'ai dit ici la dernière fois, on aurait dû, parce qu'il y a plusieurs hiérarchies, il y a plusieurs niveaux. Au niveau même de la police, il y a un directeur général de la police, et il y a un ministre de la Sécurité, et il y a même le Premier ministre. On aurait pu peut-être trouver des mécanismes pour peut-être éviter, parce que ça ne fait pas du tout bien dans un contexte où on a besoin de tout le monde pour lutter et pour avoir des résultats, et qu'on divise, parce que là, les 21, là, peut-être, c'est des militants, mais ils ont des collègues aussi. Ce sont les premiers responsables, oui, d'ailleurs. Les premiers responsables, mais la base, il y a combien? La base, vous avez divisé... Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'à la police, il y a comme deux syndicats. Le syndicat UNAPOL, qui la hiérarchie, le syndicat de la hiérarchie, donc des gradés, et le syndicat... Et là encore, on s'est offusqué. Voilà, le syndicat de l'APN, qui est le syndicat de la parce que c'est pas que les 21, parce que les 21, là, ils ont leurs camarades. Ils sont combien? Ils valent des milliers, ces gens-là. Parce que s'il faut comprendre que c'est la troupe ou bien les agents de police qui adhèrent. Donc, vous voyez, on divise... C'est un syndicat qui déjà revendique. Oui, on divise davantage. Près de 4 000, oui, mais c'est important. Je dis, dans un contexte où on a besoin de tout le monde, on divise davantage et on complique en fait le problème. Ali. Bon, je pense que... Est-ce que c'est une question, parce qu'il faut dire aussi les mots comme il s'agit, est-ce qu'il y a quelque part un manque de responsabilité dans un contexte comme le nôtre aujourd'hui, où vraiment on a besoin d'une police qui fait le renseignement, une police qui appuie donc les autres forces, une police qui est vraiment sereine et qui fait son travail? Est-ce que dans ce contexte-là, qui crée le problème? Est-ce les soldats, les policiers, ou est-ce vraiment la hiérarchie qui le fait? Bon, ce qui est certain, et on ne peut pas douter, nier que le contexte dans lequel nous sommes, on a besoin d'une police apaisée. On a besoin d'une police, on connaît, même si c'est une force d'un autre niveau. La police est beaucoup plus une structure de proximité, elle est beaucoup plus présente à côté des autres forces, elle donne beaucoup plus d'informations à l'armée, à la gendarmerie, elle en donne également, elle en donne à la gendarmerie. Je ne dis pas que la gendarmerie n'a pas sa structure de renseignement, mais c'est pour dire que la police est quand même la structure beaucoup plus proche des populations, parce qu'elle est beaucoup plus éparpillée sur le territoire national. Donc l'idéal aurait voulu que nous ayons au sein de la police un calme, surtout en cette période. Déjà, il y a deux syndicats qui naissent, il y a l'UNAPOL et puis l'APN. Et quand on écoute, on voit qu'il y a un syndicat qui a les faveurs de la hiérarchie du ministère de l'Intérieur, et notamment l'UNAPOL pour ne pas citer, et un autre syndicat qui, lui, est mis au banc des accusés, l'APN. Et c'est ce syndicat-là qui a des difficultés. Ce que moi je sais, c'est qu'il faut qu'on apprenne à respecter les règles de droit. Si la loi donne aux policiers la possibilité de faire du syndicalisme à l'intérieur de leur corps, il faut leur reconnaître cela. Maintenant, c'est aussi reconnu que les responsables d'un syndicat ne peuvent pas être affectés hors du siège. En dehors du siège. Voilà. Ça aussi, les gens le savent. Ceux qui dirigent le ministère de l'Intérieur aussi, même s'il y a un nouveau ministre qui est là, mais c'est un ancien gendarme, il connaît. Donc, à l'intérieur du ministère, il y a des fonctionnaires qui savent. Okay, donc, on ne peut pas le faire. Et en dépit de cela, les gens sont allés devant la justice et la justice leur a donné raison. Je ne comprends pas pourquoi on outrepasse les décisions de justice pour continuer à... Parce qu'ils ont été affectés. Il y a un décret même de choses, un décret tout simplement de la police qui concerne pourtant organisation donc, de personnel et tout ça, qui est clair là-dessus. Un agent de police ne peut pas être affecté avant d'avoir fait au moins 3 ans à son poste. Alors que là, on a des affectations en deçà même des 6 mois. Donc, voilà. Bon, on peut affecter pour nécessité de service, mais je donne les règles générales de gestion des syndicats et de tous. Donc, il faut qu'on apprenne à respecter ça. Si on ne respecte pas, ça crée un certain nombre de difficultés. Et puis, je termine par ce que André Jeune a dit. On a vu ces licenciements-là depuis plusieurs années dans ce pays. On a vu sous la Révolution, on a licencié à l'appel des enseignants. On a licencié des militaires
tout. On a licencié des fonctionnaires. On a l'affaire des radiés. Donc les gens reviennent, ils font des procès, ils gagnent les procès. Moi, je pense qu'il faut regarder les milliards qu'on a donnés pour comment on appelle ça, les dommages et intérêts, la reconstitution des carrières, ça c'est tout ça. Et puis le mal psychologique concret aux gens, parce que comme Eugène l'a dit, quand vous radiez un fonctionnaire, mais vous croyez que vous faites, c'est un seul individu, mais non, il y a la femme, il y a les enfants, il y a un certain nombre de choses. Et puis enfin, je l'avais dit, je le répète, il faut qu'on trouve un mécanisme dans ce pays pour une bonne fois, une dernière fois, pour que quand il y a un problème, on puisse s'asseoir autour de la table et qu'on discute. Il ne faut pas que chaque fois, ce soit toujours le rapport de force. Parce que c'est cette impression que ça donne. Je suis fort, je prends mes décisions. Le jour que je ne serai pas là, tu feras ce que tu veux. Or, l'État ne peut pas continuer à traîner toujours des conflits. Donc, moi, je pense qu'il y a une dame qui est médiateur du Faso, Sarah Sérémé. Il faut qu'elle saisisse ça. Il y a le H-Kroun, il y a ceci, il y a même des personnalités, je veux dire, de la société civile. Il faut que ces gens-là, de temps en temps, se saisissent, s'auto-saisissent des problèmes et qu'on arrive à résoudre les problèmes. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de policiers. Ça, c'est vrai que souvent on le dit, il faut saisir tel recours, mais est-ce que quand on est en responsabilité, on doit créer des problèmes pour que les gens... Parce qu'il y a quand même l'administration, ce sont des règles et si on ne respecte pas les règles. Mais ça, j'ai déjà posé le problème. C'est-à-dire qu'on a une administration qui ne respecte pas les règles. Bon, donc, mais quand il y a un problème comme ça qui se pose, il faut que les gens aussi, de temps en temps, rentrent dans la scène pour demander à ce qu'on ramène les gens autour d'une table et puis on essaie de résoudre les problèmes. Moi je ne pense pas que la solution se trouve dans la radiation, dans le truc. Ça n'a rien donné, tout le monde sait. Alors, le MPP ne sera pas au pouvoir, un autre régime va venir, on va les ramener à la police, on va reconstituer leur carrière, on va leur donner leur argent. Bon, c'est du temps perdu. Oui, André Géniboulou. Je voulais dire, il faut arrêter de mettre les bâillons sur la bouche des gens. Tous ceux qui bâillonnent les gens, le mal leur arrive. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, comme quelqu'un l'a dit, c'est un phénomène nouveau. Vous savez, dans l'éducation, nous tous, nous avons des enfants. L'administration, c'est comme une famille. Quand vous avez un trublion dans votre famille, vous ne le limez pas, vous ne le tuez pas. Vous mettez en œuvre... Vous ne le jetez pas à la rue. Non, on ne le jette pas à la rue. Vous mettez les oncles, les tantes, à contribution. C'est ce que Ali a dit. Il faut peut-être que, comme ce sont des phénomènes nouveaux, il faut qu'on ait des structures nouvelles qui prennent en charge cela. Moi, j'aurais vu ce problème-là référé au Conseil pour le dialogue social, qui appelle les gens et qui écoute les deux parties. Et je suis sûr que le Haut Conseil pour le dialogue social aurait donné un avis qui va apaiser tout le monde. Peut-être il aurait dit aux policiers que l'on trouve comme des récalcitrants, voilà ce que vous faites, ne faites pas comme ça, c'est pas bon. Et on aurait dit à la hiérarchie, vous faites ça, ne faites pas ça comme ça. Et on aurait eu une structure apaisée. Mais là, vous licenciez les gars, ça veut dire que vous mettez à couteau tiré. Et moi, je suis sûr que ça ne peut pas passer inaperçu. Parce que l'histoire nous dit, tous ceux à qui on a fait la force. Moi, j'étais à la Troisième République, si vous vous rappelez. On a déclaré quelqu'un wanted, notamment Touré, Soumane Touré, pour ne pas... Et on a dit, on a mis toute la police nationale et internationale à ses trousses. Mais il est là aujourd'hui. Je dis, vous savez, la force ne peut pas primer le droit. Et aujourd'hui, si vous martyrisez les gens, vous pouvez leur faire mal pendant 1 année, 2 ans, 10 ans. Mais les gars, ils vont avoir la satisfaction morale d'être reconnus un jour comme quoi on m'a fait la force. Et celui qui a fait la force, là où tu es. Alors, c'est ça que nous disons seulement. Bilgo, est-ce que tout ça, ça présente une image, comme dire, d'une jungle, c'est-à-dire que c'est comme si la hiérarchie est la plus forte, donc le rapport de force, le marteau s'abat, il y a l'épée de Damoclès qui tranche, etc. Mais est-ce que, par exemple, la primature, le Premier ministre est là, le président du Faso est là, pourquoi on ne voit pas souvent des rappels à l'ordre dans ces cas de situation, surtout que c'est bien connu? C'est peut-être parce que c'est une décision collective de le faire comme ça. C'est pour Avec ça. le président aussi. Oui, c'est pour ça peut-être qu'on n'a pas de rappel à l'ordre. Le décret passé en Conseil des ministres. Oui, parce qu'effectivement, ça aurait pu être stoppé plus en amont, avant que même la population ne s'en rende compte ou que ce ne soit mis sur la table. Ça aurait pu aussi être mis en consultation auprès du dialogue social, comme l'a dit Eugène ici. Il y avait plein de canaux à explorer, à exploiter. Mais ce que moi je veux dire, j'ai dit tout à l'heure que c'était un phénomène nouveau au sein de la police, qu'il y ait des syndicats qui sortent parler. Il y a aussi que ces syndicats-là doivent comprendre que leur corps est spécifique à ce moment-là
et peut-être changer de système ou de méthode de communication, parce que 2 fois même leurs sorties peuvent agacer certains citoyens lambda. Mais qu'à cela ne tienne, ce n'est pas une raison justement pour créer d'abord, premièrement, ce désordre administratif, parce que c'est l'administration qui se contredit. Il y a un paradoxe même dans la méthodologie de la mise en place de cette radiation-là. On crée une note d'affectation qui est en datation carbone plus âgée que la décision de radiation. On se demande si les 2 signataires ou l'organe qui a donné ces autorisations, s'ils se parlent à eux-mêmes, quoi. Parlez-vous, quoi, pour qu'on puisse avoir une certaine visibilité de vos actions. Il y a une mauvaise lisibilité sur ces actions-là. Ensuite, je crois que on demande à l'État de prendre ses responsabilités. Il ne faut pas que l'État voie chaque fois dans le désir d'expression des populations comme une espèce d'insulte à leur autorité. On a vu des manifestations interdites à Ouaga, etc., sans raison valable. André Eugène a dit tout à l'heure, on ne peut plus bâillonner quelqu'un. Il faut maintenant imaginer des structures ou des cadres de dialogue ou d'expression. Si on ne veut pas que ce type d'expression-là se mette sur la place publique pour ce type de corps-là, ça veut dire qu'il faut que la hiérarchie ait ce que moi je qualifie d'écoute active. Si les gens en viennent à faire des conférences de presse, c'est parce qu'ils ont épuisé peut-être, ils n'ont pas eu d'oreille attentive en interne. Donc il faut peut-être créer ces systèmes-là pour que nous, on ne se rende pas compte qu'il y a un malaise. Il y a des pays qui ont des polices, on ne sait pas qu'ils se tapent dessus, mais ils règlent leurs problèmes en interne sans que la nation ne s'en rende compte. Tout à fait. Alors, Évariste Concevo, la question, est-ce que la police mérite un syndicat? Parce que la question revient aujourd'hui, nous citoyens, quand on regarde la police déchirée, on se pose la question sur notre sécurité. Est-ce que vraiment c'était nécessaire qu'il y ait un syndicat à la police? Vous savez, le drame de notre pays, c'est qu'il fut un temps où je dirais même le printemps, où de toutes les libertés, on a l'intention, il fallait tout importer pratiquement. Et je trouve que, pour ma part, je trouve qu'un corps assez spécifique comme la police, et surtout même dans un contexte, même si on était dans un contexte plus sécurisé que maintenant, la police a un grand rôle à jouer. Et je ne trouve pas que... Parce que vous avez fait des notions, par exemple, parce qu'on ne peut pas affecter un bureau d'un syndicat en dehors du siège du syndicat, tout ça. Mais vous savez que dans l'armée, c'est compliqué, ces histoires-là. Et donc, il y a quand même des réalités qui sont très compliquées. Hein, et moi, je trouve, pour ma part, je trouve que peut-être, parce qu'ils ont voulu, en fait, à travers ce syndicat, améliorer leurs conditions de vie et autres, tout, on peut peut-être trouver des structures qui ne sont pas forcément des syndicats, qui prennent en charge ces questions-là. Mais, parce que même en France, il y a pas, c'est récent, hein, ils ont évolué, ça n'a pas toujours été comme ça. Même les grands pays, les grandes démocraties où les polices peut-être ont la possibilité de manifester ou de faire des trucs. Ça a été évolutif en fonction des contextes et des réalités. Nous ici, ce qui est à la mode directement en Europe, on l'a immédiatement. Ici, on veut l'appliquer alors que c'est pas le même contexte, c'est pas les mêmes problèmes. Et je pense que, en tout cas pour moi, de mon point de vue, parce que cette crise-là, elle est quoi ? Elle est due à un rapport de force entre la hiérarchie qui ne veut pas se laisser compter, en fait, par les syndicats. Donc, je trouve qu'il faut revoir, il y a matière à revoir, mais c'est une loi qui a été déjà votée, qui a été acceptée. Mais maintenant, quand on dit qu'il faut voir des structures, parce qu'on dit toujours qu'il faut voir des structures, il y a le H-Croon, il y a des rapports mais c'est parce qu'il y a une défaillance, c'est parce que les gens, quelque part, quelqu'un n'a pas fait son boulot. Écoutez, la responsabilité. C'est ça, quand il y a un problème dans notre pays, normalement, on laisse les structures qui sont prévues par la Constitution et on va vers d'autres structures. Il faut arrêter ça aussi, quoi, je trouve. À la limite, c'est comme si dans l'administration, on fait la promotion de l'irresponsabilité ou de l'autocratie, etc. Et puis après, on dit d'aller voir des structures pour régler. Non, ça ne date pas d'aujourd'hui. L'irresponsabilité administrative est flagrante au Burkina. Il y a des cheffaillons assis sur leur trône qui prennent des décisions malgré même qu'ils connaissent l'impact économique que cette décision va représenter pour le pot commun, le trésor public, parce que illégal, parce que non objectif et parce que intangible. Mais ils la prennent quand même parce qu'ils sont chefs. Je pense qu'ici, il faut redire ce que c'est qu'un responsable, un cadre de l'administration. C'est un serviteur. Mais si les gens comprennent le titre de gloire comme un droit de domination, c'est là que le système social même s'effrite. Et un droit de domination peut être accepté si celui qui applique ce droit de domination est exemplaire et a une certaine probité.
Malheureusement, ces deux termes, en fait, n'incarnent pas la plupart, entre guillemets, de ceux qui dirigent. Mais j'aimerais répondre à votre question que vous avez posée à Évariste, qui est très intéressante. Est-ce que la police et les corps armés... Est-ce que c'était vraiment pas une erreur d'avoir essayé de mettre un syndicat en place pour ces corps-là? Peut-être que l'évolution des mentalités ne permet pas cela d'abord. Vous savez, la police arrive au Burkina vers les années 1919 avec le colon. C'était le Goum. Et ceux qui les formaient s'appelaient les Goumiers. Puis ensuite, ça a évolué. Quand le Burkina était rattaché à la Côte d'Ivoire, c'était le système qui a été mis en place, c'était le système arabe, avec les Goumiers. Le Maghreb avait déjà ce système-là en place. Puis en 47, entre 47 et 32, on a une petite structure de gendarmerie qui est créée à Ouaga, de police de proximité qui est créée à Ouaga et à Bobo. Mais à ce moment-là, les corps étaient solidaires. Les policiers se sentaient protégés. Il y avait une fierté d'appartenir à ce corps-là. Et ils ont fait leur travail avec dignité. Pourquoi maintenant le besoin de se syndiquer? Le besoin de se syndiquer naît dans une administration lorsque les plus faibles ne se sentent plus pris en compte et ne se sentent plus protégés. Et le procès qui a eu lieu sur le coup d'État manqué, là où l'armée a été mise sur le banc des accusés, conforte aussi certains petits soldats qu'il faut qu'ils se syndiquent, parce que ceux qui casquent généralement sur les décisions des chefs, c'est eux. Et en France, c'est pareil. La police se syndique et commence à revendiquer il y a une dizaine d'années, parce que tout simplement, les bavures policières les policiers commençaient à être traînés en justice pour des bavures policières. Et ils ne se sentaient plus protégés par la hiérarchie et par le corps. Donc ils créent un syndicat pour se défendre eux-mêmes. Donc le besoin de se syndiquer vient d'un sentiment qu'on est abandonné et qu'il n'y a pas d'écoute active. Mais il a dit quelque chose qui est très important. Une seconde. Parce que, vous savez, il n'y a pas 1 an ou 2 ans, vous avez entendu le problème de la caisse à la police nationale. Tout à fait. Voilà. Je veux dire, quand les gens se mettent en syndicat, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à régler. Si vous prenez dans le privé, il y a des problèmes dans toutes les boîtes privées. Mais vous n'entendez pas tous les jours que les gens vont en grève. Parce qu'à un moment donné, il y a une structure qui prend en charge les problèmes. Quand les gens partent poser des problèmes qui sont réels, on ne brime pas ceux qui posent les problèmes. Or, ici, on a l'impression que l'on broie ceux qui posent les problèmes. Peut-être que les jeunes policiers aussi, parce que c'est vrai, André Jeanne Goudou rappelait, il y a quand même des cas de mauvaise gestion qui ont été même tout simplement rapportés par certaines structures de contrôle. On n'a jamais vu les résultats. Les fameux SP, services payés, ne sont jamais reversés. Les primes des policiers ne sont pas données. Alors, tout ça aussi, c'est un contexte qui a peut-être créé, comme Bilgo le disait, l'envie de se syndiquer pour défendre ses droits. Ali, je pense que les problèmes à la police là sont énormes. Il y a beaucoup de problèmes. Et tout le monde le sait. Quand on prend même les attaques, les policiers disent qu'ils n'ont pas les armes nécessaires pour faire face aux attaques. On nous réplique qu'en tant que policiers, ils n'ont pas accès à ce type d'armes. Mais ils n'ont pas accès à ce type d'armes, mais ils font face à un type de menace qui nécessite ce type d'armes. Donc je vois qu'il y a un problème de fonctionnement de la structure qui pose. Et ce fonctionnement, ce n'est pas les policiers qui doivent le gérer. C'est la hiérarchie policière, ce sont tous les services chargés de gérer leur travail et tout ça sur le terrain. Donc c'est d'un besoin qu'est né ce syndicat. Ils n'ont pas accès à ce type d'armes, mais ce type d'armes a été commandé en leur nom. En leur nom. Bon, voilà. C'est bizarre. C'est bizarre. Donc, s'ils n'ont pas accès alors que c'est en leur nom que ce type d'arme a été commandé, vous comprenez que c'est bizarre, comme on dit maintenant. En plus d'être confrontés au même danger. Oui, ils sont confrontés au même danger. Ils revendiquent qu'on leur donne. Donc, voilà. le même type d'arme. Les mêmes types d'armes. Donc, finalement, il faudra que ceux qui gèrent le pays, de façon générale, fassent preuve de beaucoup de responsabilité, parce que où on est là, on est sur le fil du rasoir. Et on ne peut pas se permettre ces gens de... Il faut même peut-être mettre de l'ordre dans la police. Par exemple. Parce que nous, citoyens, on n'est pas seulement... en sécurité devant une police. C'est pour ça que je dis que nous sommes sur le fil du rasoir et qu'il faut que ceux qui s'occupent de la gestion de notre pays, à tous les niveaux, de temps en temps, acceptent de s'asseoir avec ceux qui se plaignent. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que vous voulez? Bon, voilà ce qu'on fait. C'est pas à chaque fois que quelqu'un revendique quelque chose qu'il est bon à jeter à la mer. Merci Ali, on va terminer sur ce sujet-là. Second sujet, on va revenir à l'an 5 de l'insurrection. En 1 de l'insurrection, donc en 2015, tout le monde, donc c'était encore la transition. En 2016, on a vu que l'UPC, disons tous les alliés à l'insurrection ont commémoré ensemble. Mais à partir de 2017, l'an 3, les choses se sont fissurées, les camps se sont divisés. Aujourd'hui, on s'accuse mutuellement autour de l'insurrection.
la paternité, 7 communes, mais les acquis, le bilan est aujourd'hui devenu source de divergence. Bilgo, on va regarder par exemple ce que l'UPC, dans une déclaration, a dit. Et l'UPC dit que la commémoration de l'an 5 de l'insurrection a lieu dans un contexte très difficile pour notre pays, au triple plan sécuritaire, socio-économique et politique. Nos camarades insurgés qui étaient avec nous sur les barricades et qui entonnaient le slogan « Plus rien ne sera comme avant » ont trahi la lutte et les idéaux de l'insurrection en matière de pillage des ressources publiques, de favoritisme, d'impunité, d'arrogance et de malgouvernance. Ils battent le record historique. Bilgo. C'est sévère. L'UPC est un acteur majeur de la contestation et de l'insurrection qui dit ça face au pouvoir en place au MPP. Est-ce que c'est face au pouvoir? Mais c'est sévère, mais c'est juste. Hein. C'est juste parce que, effectivement, après l'insurrection, qui l'eût cru en fait qu'on aurait eu ces scandales-là qui vont perler cette magistrature-là, un scandale de détournement, de gabégie, de clanisme, etc. Moi, j'ai dit tout simplement que s'il faut faire le bilan de l'insurrection, il faut se poser la question de ce qu'on appelle réellement bilan. Voilà, on part sur des faits factuels. Il y a des institutions de contrôle de l'État qui ont fait sortir des rapports, et des rapports qui attestent et qui confirment d'ailleurs que la situation s'est empirée dans certains tares en fait de notre société. Donc du coup, je n'invente rien, je reprends juste ce qu'ils ont dit. Ils disent que la situation s'est empirée. Maintenant, il y a 2 termes qu'on utilise pour parler de l'insurrection. On parle des acquis et on parle du bilan. Bon, c'est quoi les acquis et c'est quoi le bilan? Il faut peut-être qu'on mette du contenu dans tout ça. Après, je pense que après l'insurrection, la question que l'on doit se poser continuellement, c'est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en place pour ne pas que ce qui s'est passé se répète. Je vous signale qu'on est à 2 insurrections au Burkina Faso. C'est pas la première. Hein. 66 et 2014. Et on dit souvent jamais 203, mais faisons attention. Il y a déjà eu une insurrection de Boamou. Voilà, l'insurrection. Oui, mais ça c'était sous la colonisation. Et d'ailleurs, c'était une des révoltes les plus cinglantes que le colon ait essuyées en Afrique. Les historiens le disent, mais nous-mêmes, on ne porte pas cette histoire-là, mais le Burkina a été un terreau de résistance farouche à la colonisation. Mais cette insurrection-là, si on dit que c'était le colon, le Burkina ne nous appartenait pas. Il y a un officier de l'armée qui a d'ailleurs écrit un ouvrage qui revient sur cette question. La révolte de Bani. Oui. Le lieutenant colonel, voilà, Céleste Koulibaly. Mais c'est extraordinaire, hein, quand on suit cette histoire, on voit que insurgé en fait est burkinabé depuis des dizaines d'années. C'est dit non à tout système. À tout système qui est anti-humain, qui n'est pas humaniste. Voilà. Et donc aujourd'hui, on fait le bilan de l'insurrection et les acquis de l'insurrection. Donc c'est 2 termes différents et moi j'aimerais en fait comprendre à l'intérieur ce qu'on fait. Mais le plus important pour moi, c'est qu'on se dise clairement qu'est-ce que nous on met en place comme système de mémorisation, mais aussi système d'échange pour que ça ne se répète plus, pour que ces cas-là n'arrivent plus. Et je pense qu'il faut écrire vraiment ce qui n'est plus à faire au Burkina Faso, pour que personne ne le fasse encore. La partie aussi victime, donc les organisations des victimes, par exemple, l'insurrection attend justice, et un de leurs responsables a d'ailleurs dit qu'ils veulent de la démocratie et non pas la démocratie mouta-mouta. Bon, moi aussi j'ai suivi avec beaucoup de plaisir, d'attention, ce que les gens allaient dire de 5 ans après les événements des 30 et 31 octobre qui ont vu la chute du régime de Blaise Compaoré et puis de son exil en Côte d'Ivoire. Bon, je crois qu'après cela, les gens ont pensé que les choses allaient très bien. Mais moi, quand j'ai regardé, j'étais à la télévision ce jour-là, j'ai vu la réalisation de ce qu'ils appellent l'insurrection. C'était spectaculaire. Ça veut dire en termes de ceux qui l'ont pensé et qui l'ont exécuté, il faut les saluer, c'est des très bons stratèges. Ils ont reçu le coup. Mais enfin, après, quand j'ai regardé dans la gestion, je commençais à avoir quelques doutes dès les premiers moments. Ce qui se disait, je commençais à avoir peur des lendemains du Burkina Faso. Et puis ensuite arrive le MPP au pouvoir. Dès cet instant, j'ai compris qu'on allait avoir beaucoup de difficultés. À mon avis, à mon humble avis, le MPP n'était pas le parti indiqué pour diriger le Burkina Faso après Blaise Compaoré. Je le dis parce que ceux qui sont à la tête du MPP, c'est le défunt Salif Diallo, c'est Roch-Marc Christian Kabore, l'actuel président du Faso, et c'est Simon Compaoré qui sont là. Or, ces 3 personnalités sont les principaux lieutenants
du régime de Blaise Compaoré. Donc finalement, on a enlevé le père, on a mis les enfants, et les enfants, quoi, ils quittent Blaise Compaoré parce qu'eux-mêmes, ils sont débarqués du CDP. Donc c'est sur la base d'énervement qu'ils créent le MPP et ils s'embarquent sur le bateau de tous ceux qui, depuis longtemps, comme l'UPC, comme d'autres partis, demandaient un certain nombre de choses. Et c'est eux qui vont gagner les élections. Donc c'était tout à fait normal pour moi que rien n'allait sortir de cette affaire. J'aurais bien vu l'UPC ou Maître Benouane Sankara, encore que maintenant, je commence à douter de son sankarisme, puisqu'il a amarré son bateau au MPP. Donc lui aussi, il est un peu chose. Donc pour moi, je pense plutôt que c'est après que ceux qui ont pris le pouvoir n'ont pas géré le pays comme il se devait. En fait, ils ont fait quelque chose parce qu'ils en voulaient. L'UPC dit qu'il y a eu trahison. Mais l'UPC a raison de le dire, puisque pour l'UPC, moi, je voyais les images lorsque Salif Diallo, Roch Marc Christian Kabore rejoignaient les manifestants et ils ont dit que bon, on fait notre mea culpa. Ils ont cru à la sincérité de leur mea culpa, ils les ont embrassés. Mais ça, c'était le baiser de trop. C'était un baiser de Romain. Donc, je pense qu'on a donné le pouvoir à des gens qui eux-mêmes devaient être assis au banc des accusés. Ils ne pouvaient pas faire quelque chose d'autre. Ils n'avaient pas les ressources. En fait, ils sont venus, le MPP est né d'un énervement, donc ils voulaient régler un compte avec Blaise Compaoré. Ils ont réussi à le régler, mais ils n'avaient pas les moyens maintenant de gérer le pays. Et c'est dans ce cadre. Évariste Konsebo, peut-être dira-t-on le chien aboie, la caravane passe. En tout cas, l'insurrection a été une grande leçon, ça c'est le MPP qui le dit. L'insurrection a été une grande leçon de démocratie et un exemple pour les futures générations qui devront toujours se battre pour préserver la liberté, la justice et l'état de droit et à considérer comme acquis éternel guidant le cheminement de notre pays. Alors qu'à côté, il y a le MPP, il y a l'UPC qui dit c'est tout le contraire qui est fait. Il y a d'autres organisations, d'autres partis qui le disent, donc qui sont créés par des durs et purs de l'insurrection. Vous avez les victimes qui sont mécontents. Finalement, on n'a pas de bilan, sinon dire que le bilan, c'est vraiment la déchirure dans le camp des insurgés. Le concept bilan a quand même assez été l'objet de définition, on ne peut pas revenir là-dessus. Maintenant, c'est vrai, quand il parle d'acquis et bilan, ça fait quand même une confusion. Mais par acquis, moi, j'ai pu comprendre que c'était peut-être l'insurrection, le fait que l'insurrection ait rendu possible une alternance. Mais là encore, on suspend quand même la question de l'alternative. Maintenant, pour l'UPC, c'est vrai. Et je pense que ils ont payé en fait assez cher leur naïveté. Parce que c'est M. Diabré lui-même qui, quand tout le monde n'était pas d'accord, quand les autres voulaient rejoindre, qui a dit laissez-les venir, camarades, ils sont de bonne foi. Je me rappelle. Non, peut-être qu'il a péché par naïveté. Mais là, c'est vrai, c'est un réveil assez douloureux. C'est l'inconfort des désillusions dans lequel nous nous trouvons. Maintenant, la question qui me vient moi à l'esprit, c'est le coût. Est-ce que, parce que le prix à payer était très cher, hein. Il y a des gens qui sont morts et l'économie par terre et l'insécurité encore à un niveau qu'on n'a jamais vu. Est-ce que ce coût-là vraiment était nécessaire? Non, mais c'est les conséquences directes de l'insurrection. Maintenant, mais c'est vrai, moi j'en veux beaucoup à M. Blaise Compaoré, et ça je suis désolé, hein, parce que c'est lui le premier responsable en fait. Et pourquoi? Je trouve qu'il n'a pas été assez clairvoyant, peut-être. Je ne doute pas de son patriotisme, mais parce que lui, au niveau où il était, il aurait suffi que la marche du 28 ou du 30 n'ait pas lieu et que peut-être que les gens ne seraient pas morts, peut-être que le pays ne serait pas plongé dans un chaos. Parce qu'en fait, c'est vrai, si vous regardez les plateformes, là, il n'y avait pas la démission de M. Blaise Compaoré dans les listes. Il a manqué de stratège et je pense qu'il est responsable, en fait, quelque part. D'accord, mais après lui, il y a eu une élection. Mais qu'est-ce que vous voulez que la suite? Moi, la suite, je l'ai dit, la veille. Il y a un président qui a été élu. Ce que nous vivons ici, je l'ai dit la veille des élections. Je dis que si jamais les gens faisaient l'erreur de reconduire les anciens dignitaires, ben, le meilleur niveau qui pouvait amener le pays, c'est de garder celui de la transition. Je l'ai dit. Oui, ben, on pouvait connaître pire. Et malheureusement, nous avons connu pire. Parce que les gens ne peuvent faire que ce qu'ils savent faire. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont appris à faire? Quand les gens les gens pensent que ces gens pouvaient faire plus, pouvaient amener le développement, pendant 27 ans, ils n'ont pas pu le faire. Ce n'est pas maintenant qu'en 5 ans qu'ils allaient pouvoir le faire. Moi, je ne sais pas. Quelque part, nous-mêmes, nous ne sommes pas honnêtes avec nous-mêmes. André Génie-Lourdeau, est-ce que ça commence à bien faire? Les uns et les autres se rejettent la responsabilité. En tout cas, l'UPC, quelque part, reconnaît
qu'il a été, ou en tant que parti, il a été à la cheville ouvrière, il reconnaît avoir fait l'insurrection, il ne dénie pas cela, mais seulement le bilan qui est fait aujourd'hui, il ne se reconnaît pas dans ce bilan. Mais c'est un peu partagé dans ce camp des insurgés, on va dire comme ça, que les gens estiment que tout ce qui est fait aujourd'hui est le contraire de ce qui était attendu. Moi, je ne voudrais pas analyser l'enceinte de l'insurrection sous l'angle des partis. Parce que malheureusement, on a l'impression que on peut accorder à chacun le doute de la bonne foi, mais on peut avoir l'impression que ça pourrait être pareil. Ce qu'il faut analyser, c'est les causes qui ont amené l'insurrection. Est-ce qu'aujourd'hui, ces causes-là ont disparu? Est-ce qu'on a travaillé en sorte que, si aujourd'hui, on disait qu'on va faire une insurrection, est-ce que les gens ne vont pas sortir parce que les mêmes causes peut-être sont toujours là? Le CDP, le MPP a dit, par exemple, le MPP, qu'on voulait plus de démocratie, on voulait plus de justice et on voulait plus de liberté. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, mais on en a parlé, est-ce qu'on est plus en démocratie si des gens s'expriment et qu'on les brime et qu'on les bâillonne? Est-ce qu'aujourd'hui la justice peut dire, quand je dis une décision et que tout le monde sait que la justice est le pilier de la démocratie, est-ce que quand la justice décide, est-ce que tout le monde applique la décision de la justice? On peut se poser des questions. Et tutti quanti, je veux dire, si on fait en sorte que les causes qui ont amené l'insurrection demeurent, on touche du bois. Mais on pourrait avoir la troisième. Parce qu'il est dit quelque part que les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est pourquoi je dis, il faudrait analyser de faire en sorte que ce qui a fait en sorte que les gens sont sortis et qu'ils ont vendu leur nez, comme on dit, vendu leur vie, pour que ce qui reprochait à l'ancien régime parte, il ne faudrait pas que les gens retrouvent matière à redire aujourd'hui encore. Or, aujourd'hui, je termine en disant, par exemple, aujourd'hui, ceux qui ont été blessés pendant l'insurrection, vous voyez comment on les traite aujourd'hui? D'accord. Juste pour dire que l'appel à l'insurrection, ou en tout cas l'acte d'insurrection, est désormais criminalisé au Burkina. Il y a une loi qui interdit l'insurrection au Burkina. Donc celui qui s'amuse à faire une insurrection... Vous savez, quand les gens font une insurrection, ils ne demandent pas une autorisation légale pour aller faire l'insurrection. Hein. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui a déposé une demande à la mairie pour dire, moi je vais faire une insurrection. Celui qui veut faire un coup d'État n'a jamais déposé une demande. Encore faudrait-il gagner cette insurrection, sinon... Oui, Bilgo dit quelque chose. Oui. On va tenir sur un aspect très important. Oui, en fait, moi, je veux dire que, effectivement, André Eugène Ilbouda a raison, et le MPP aussi a raison quand ils disent que c'est un acquis démocratique. C'est-à-dire qu'on a permis, l'insurrection a permis la non-modification de l'article 37. Et par extension, la démission du président Blaise Compaoré, qui n'était pas une revendication de départ. C'était vraiment la non-modification de l'article 37. Et aujourd'hui, le Burkina a besoin de refondation. Et si on regarde dans la liste des revendications ou des points, des griefs portés dans la rue pour aller en insurrection, si on a les mêmes mots qui perdurent aujourd'hui, ça veut dire qu'en réalité, cette insurrection-là a été éphémère, temporaire et sporadique. Alors qu'une insurrection a de bénéfices lorsqu'elle enseigne à l'ensemble du peuple d'aller en bonification pour transformer ce pays-là, ce qu'on ne fait pas. Ali disait tout à l'heure que les stratèges de l'insurrection. Moi, je ne pense pas que l'insurrection, même manipulée par endroit, a une paternité vis-à-vis de quelqu'un ou de qui que ce soit. Celui qui se revendique père de l'insurrection est un menteur. Parce que c'est l'émulsion d'une masse populaire qui croyait vraiment aux slogans portés par certaines OSC ou par certains partis politiques, mais tous adhéraient vraiment dans le sentiment que l'article 37 ne devait pas être modifié. Aujourd'hui, je suis un peu satisfait que certains dignitaires de l'ancien régime le reconnaissent. J'ai lu l'interview de Luc Adolphe Thiao. Il l'a dit clairement, nous avons manqué de discernement, nous avons manqué d'appréciation du moment. François Compaoré, dans son interview dans Jeune Afrique, il a dit que ça a été une erreur de lecture politique. Parce qu'effectivement, on n'a pas pu saisir
le sentiment profond des peuples. Ok, maintenant on n'est plus, on fait pas la sociologie maintenant du passé. On va faire la sociologie du futur. Donc on sera des politologues. Alors aujourd'hui, quand on regarde ce qui s'est passé, il y a un bilan quand même qu'on fait. De part et d'autre, les uns et les autres font des bilans et ils estiment que le bilan il est négatif. Donc l'insurrection, 5 ans après, c'est une situation de chaos, catastrophe humanitaire, sécuritaire et bien d'autres choses. Alors il y a l'UPC par exemple qui avance quelque chose qui dit tous conviennent aujourd'hui que notre pays a urgemment besoin de réconciliation pour sortir du cercle vicieux de la vengeance, de la division et de la violence. L'UPC, comme au temps de l'insurrection, est le parti capable de rassembler. Bon, ça c'est la promotion de l'UPC, mais il y a un élément important, c'est de dire que c'est la réconciliation pour briser le cercle vicieux de la vengeance. Bon, ce qui est certain, la question de la réconciliation nationale, la question de justice, ça c'est demandé par tout le monde. Le seul problème, c'est que quand tu dis il faut la réconciliation, les gens te répondent directement, genre réponse du berger à la bergère, il faut justice d'abord. On n'a jamais dit qu'il ne fallait pas la justice. Bon, tout le monde se demande quel type de justice mettre en place pour qu'on puisse rendre justice effectivement, pour que nous puissions aller vers la réconciliation, que tous ceux qui ont été brimés pendant plusieurs années puissent retrouver un semblant de réconfort, parce que bon, il y a des questions de mort. Les gens qui sont morts ne pourront pas revenir. Donc il faut aussi trouver un moyen pour réconforter ceux qui ont perdu des parents à l'issue de toutes ces années mouvementées. Alors, donc, je voulais terminer pour dire que quand on parle de stratégie de l'insurrection, et que je ne parle pas en termes de parti de propriétaire, mais quand vous regardez tout ce qui s'est passé avant que l'insurrection, je donne un exemple simple. Quand on a vu le cas, les OSC, tout ça qui ont été créés, mais il y a beaucoup de choses qui ont été greffées à la demande de non-modification de l'article 37. On a mis beaucoup de choses dedans pour faire sortir les gens de la rue. C'est pour ça que je parle de stratégie. Et finalement, les gens se rendent compte aujourd'hui qu'en réalité, tout ce que les gens mettaient à l'intérieur de la chose, ce n'était pas pour un bien-être des populations, mais ce sont des anciens amis, des anciens camarades qui veulent dégommer quelqu'un. Ça, on a compris. Maintenant, on est en avance. Oui, je termine pour dire qu'aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes tous à la recherche de la paix, de la concorde. Mais comment arriver à cela? Les gens ne s'accordent pas jusqu'à présent sur le sens qu'ils donnent à chaque mot. Quand on dit nous voulons la paix, la sécurité, la paix, la concorde, on te dit mais il faut la justice d'abord. Mais quand on regarde aussi le fonctionnement de la justice, on voit que le cas de la police, la justice va prendre des décisions, ça ne va pas être respecté, qui va faire la justice. Donc tout ce milieu, et puis le pays est dans une situation de tourment telle qu'il n'est pas apaisé pour que nous allons effectivement vers une justice très apaisé, parce qu'il ne faut pas rendre justice pour créer beaucoup plus de problèmes. Donc il y a un certain nombre de préalables. C'est pas trop parler de l'UPC, pour ne pas qu'on pense qu'on fait de la promotion, mais c'est des propos assez sensés. L'UPC parle d'apaiser les cœurs, de solder le passif sans passion et de reconstruire le pays dans la paix, l'intégrité légendaire de nos aïeux. Non, écoutez, l'UPC quand même c'est un des partis majeurs du pays. Donc c'est un pays, et c'est le parti qui donne toujours de la voix par rapport aux questions, etc., etc. Ils ont le mérite de parler au moins. Si bien écoutez, nous on est là pour analyser ceux qui parlent. Nous on n'est pas là pour analyser ceux qui ne parlent pas. Donc on ne peut pas nous faire le reproche de parler de l'UPC parce que c'est l'UPC qui parle et nous on analyse ce que l'UPC dit. Mais ce qu'il faudrait dire en plus, c'est que dans ce pays, il ne faut pas que nous continuions à créer nous-mêmes des problèmes. Je dis toujours, une crise est toujours une opportunité. Moi, je dis ce qui se passe. Si nous avons des gens qui réfléchissent d'une manière froide, qui ne réfléchissent pas avec passion, ce qui nous arrive là peut être un tremplin pour le survie de notre nation. Or, malheureusement, on fait de la division entre nous et surtout, on ne veut pas que ceux qui ont la capacité de réfléchir par eux-mêmes puissent parler. Et dans un pays, si vous avez des gens qui réfléchissent sur le même aliment, le pays ne peut pas avancer. Il faudrait que des gens qui sont capables de réfléchir, et c'est ça qui arrive à notre nation. Vous savez, moi je doute qu'à la police, il y ait une ou deux personnes qui puissent dire en réunion, ce que vous êtes en train de faire là, c'est une erreur et on va les laisser tranquilles. Il y a des gens qui savent que ce qu'ils vont faire là, ce n'est pas bien. Mais pour ne pas créer de problème, je me tais. Or, dans une nation, si vous n'avez pas des têtes brûlées, si vous n'avez pas des gens qui peuvent parler
haut et fort en disant au chef, on n'est pas d'accord avec ce que vous faites, chef, et c'est tous les jours, oui, oui, chef, oui, oui, chef, voilà là où on nous embarque. Et malheureusement, aujourd'hui, tout ce qui nous arrive aujourd'hui, on ne prend pas en compte toute la crise qui nous arrive. Il y a des gens qui peuvent dire que la crise est une opportunité pour nous. Si vous dites ça devant des gens, les gens vont dire, mais ah bon, donc toi-même tu fais partie de ceux qui nous provoquent la crise. J'ai dit aujourd'hui, asseyons-nous. Il y a des gens qui sont capables de réfléchir et il y a des gens qui sont capables de nous sortir d'affaires. Mais ils ne vont pas emboucher la trompette des chefs. Et c'est ça qu'au Burkina, malheureusement, ceux qui ne réfléchissent pas comme tout le monde sont taxés de etc. Si l'UPC a parlé de réconciliation, c'est d'apaiser le cœur. Non, l'UPC certainement, au terme de son analyse, son diagnostic, a certainement compris que le conflit, l'origine de ce conflit est politique, il est éminemment politique. Maintenant, comment on y va? Bon, alors, parce que là, c'est la mauvaise foi des acteurs. Là, tout le monde dit le bilan il est négatif. Maintenant, il faut faire la réconciliation. Il y a professeur Ibriga, tout le monde ne dit pas que c'est... Ça voudrait dire que quelque part, il manque de courage. Tout le monde ne dit pas que c'est négatif. Pour les uns et les autres de dire on a fait une erreur. Tout le monde ne dit pas que c'est négatif. Et donc, il faut qu'on se comprenne qu'il y a eu erreur et changeons. Non, même le président Kaboré, il n'a reconnu que c'est simplement le fait d'avoir permis l'alternance. Sur les autres questions, je ne suis pas sûr qu'il a dit que c'était positif. Il a tout simplement dit que ça a permis l'alternance. Mais maintenant, voilà. Oui, Bilgo, pour terminer. Est-ce que, courageusement, politiquement, on ne dirait pas pour l'histoire, on a fait une erreur et qu'il faut donc chercher à réparer? Pourquoi on dit simplement le bilan est négatif, etc., mais on n'a pas le courage de le dire? Mais je pense que c'est une manière de dire qu'on a fait des erreurs. Ah ouais. De dire sans dire. La négativité d'un bilan, c'est qu'il y a eu des erreurs quelque part. Maintenant, c'est assumer sa responsabilité dans ces erreurs qui est un manque de courage, je pense, très sincèrement, y compris même pour l'UPC. Ils ont une responsabilité énorme dans la conduite, non seulement de l'insurrection, mais également de l'après-insurrection, le suivi de la transition. Donc, ils ont leur part d'erreur aussi à accepter. Et ce n'est pas certain que si c'était l'UPC qui était au pouvoir, ça irait mieux aujourd'hui. Cette espèce de base de comparaison-là ressemble plus pour moi à une espèce de dictée populiste pour aller en campagne. Il faut faire très attention. Ce qui se passe aujourd'hui, comme l'a dit Eugène Ilboudou, et je suis en phase avec lui, c'est que le Burkina manque en fait de gens capables de s'asseoir et de réfléchir. On a la tête dans le guidon avec nos mesquineries, avec notre haine, avec le dégoût de soi-même, cette espèce de déni d'intelligence de l'autre. C'est vraiment très grave dans notre pays. Pendant que dans d'autres nations, à côté, il y a des ateliers de la pensée, il y a des ateliers de réflexion, ou encore des embrassades entre anciens partis, entre anciens présidents. Mais qui se sont serrés je pense, et l'abbé Bikaba, dans son homélie, là, il a dit quelque chose de fondamental. Débarrassons-nous de cette haine perfide-là, qui nous empêche d'aller de l'avant. On a la tête dans le guidon sur des mesquineries. Le professeur Loada, donc, qui est une figure de l'insurrection, a dit qu'il faut tourner la page. Le général Isaac Zida, qui est au Canada en exil, a dit qu'il faut qu'on combatte nos haines, etc. Donc, tout le monde appelle à revenir sur... Mais c'est la manière de le faire. On ne tourne pas une page tant qu'on ne la lit pas correctement, je l'ai déjà dit. Ce qui est intéressant sur ce plateau, ce dont vous parlez là, a été discuté sur ce plateau. Au lendemain même de la prise du pouvoir par Roch-Marc Christian Kaboré, on a dit, Monsieur le Président, votre travail, ce n'est pas de construire des écoles et des ponts. Il y a un gros souci, il faut travailler à réconcilier le peuple. Mais à l'époque, on n'a écouté personne. On a voulu diviser encore sous la Révolution. Il y a le peuple des insurgés et puis il y a le mauvais peuple qui n'est pas là. Et là, on se retrouve aujourd'hui face à un certain nombre de choses. Donc finalement, la nécessité de réconcilier le peuple existe. Mais comment le faire? C'est ça que les gens, on n'arrive pas à trouver les nécessités. Est-ce qu'il y a la bonne volonté d'abord? Comment le faire? Est-ce qu'il y a la bonne volonté? Pardon? Ça demande vraiment... Est-ce qu'il y a la bonne volonté? Une hauteur de vue, ça demande une hauteur de vue, mais... et ça demande que l'on mette en avant l'amour de la patrie. C'est ça. Parce que moi j'ai l'impression qu'il y en a qui pensent que mettre en œuvre la réconciliation veut dire que c'est leur fin à eux. Voilà. C'est eux qui perdent le pouvoir. L'appel de Manenga, qui a débuté, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Parce que porté par des personnes, on dit c'est politique. À chaque fois que quelqu'un veut faire une action, on lui demande tu es de quel bord? Comme si on ne pouvait pas agir sans appartenir ou recevoir une dictée de qui que ce soit. Oui, quand on est d'un bord, on peut faire quelque chose pour l'ensemble. Mais même ça veut dire qu'il faut arrêter ça. Merci, Bilgo. On va terminer ce débat. On va terminer ce débat avec notre troisième et dernier sujet, donc, qui concerne les mesures qui ont été donc, proclamées
pas, on va dire le chef d'état-major général des armées lors du 1er novembre, qui correspond avec la fête de l'armée. Il est revenu sur 2 mesures, une qui est quand même ancienne, parce qu'il a été décidé par le passé, 10 millions de francs seraient reversés aux familles, donc aux ayants droit des soldats tombés. Jusque-là, on n'a pas le bilan. Il y a une autre mesure nouvelle donc, qui concerne le versement du salaire du grade supérieur. On va expliquer simplement, si on est sergent et qu'on a été fauché au combat, le grade de sergent-chef, le salaire du grade de sergent-chef vous est reversé à votre famille à raison de 100% sur les 2 premières années et de 50% sur les 3 prochaines années. Évariste ? Bon, écoutez, l'idée, d'abord, je trouve qu'ils sont dans une dynamique de vouloir essayer de prendre en charge les familles des victimes, ce qui est normal parce qu'il y en a qui sont partis laisser leurs enfants, leurs familles, sans revenus, sans ressources. Sur ce plan, il n'y a rien à dire. Maintenant, en fait, c'est la lenteur. Ce qu'il faut dire, c'est la lenteur parce qu'il y a une décision depuis octobre 2018 qui a été prise pour les 10 millions. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas sûr de l'opérationnalisation de cette décision. On ne sait pas parce qu'on sait toujours que les gens attendent. En tout cas, on n'a jamais vu une famille qui a reçu son chèque, donc on peut considérer que jusque-là, aucune famille n'a reçu les 10 millions. Si ça avait été le cas, je pense que l'état-major allait être en mesure quand même de mettre en avant quand même ce point-là dans leur communication, où tel n'a pas été le cas. Maintenant, c'est vrai qu'il y a d'autres mesures qui consiste donc à assister, à soutenir la famille pendant, je pense, c'est sur 5 ans, non? Les 2 premières années et puis les 3 dernières. Bon, tout ça, c'est des mesures qui vont contribuer peut-être à aider les familles. Donc, dans le principe, c'est très difficile de ne pas être pour ou de ne pas applaudir. André Génigoudou, on a dit que la motivation pose problème. Ça, c'est vrai, c'est pour les morts. Ça, c'est post-hume. Mais quelles sont les mesures pendant que les soldats sont vivants? Comment ils mangent quand ils sont au front? On a vu de l'Observateur, il y a une année de cela, des reportages où les gens disent qu'ils mangent du gari. On ne sait pas si ça continue, si c'est fini. Les gens estiment qu'ils n'ont pas les primes et ça, c'est des questions qui se soulèvent chaque fois. Alors, pourquoi penser l'après-vie et laisser pendant que l'on est vivant et qu'on a besoin de ce soldat pendant qu'il est vivant? Eh bien, écoutez, vous posez la question et vous répondez en même temps. Non, bon, écoutez, non, ce que je veux dire, non, sur les mesures que énoncées, je crois que personne n'aura à lui dire. Mais je suis de ceux qui disent il faut que les soldats partent au front et qu'ils nous reviennent vivants. Aucun soldat ne part au front pour mourir, pour donner une pension à sa famille. Et il faut faire en sorte que le soldat qui part au front, il ait le sentiment qu'il a tout à sa possession pour aller combattre et revenir. Parce que s'ils avaient la possibilité de dire qu'ils ne vont pas partir parce qu'ils ne veulent pas qu'on donne ce qu'on va donner à sa famille, là, les gens vont dire... Parce que je me rappelle encore une fois d'un slogan de l'UNICEF qui demande à une jeune fille « Que veux-tu devenir quand tu seras grand ?» Et la jeune fille répond d'une manière malicieuse « Être en vie ». Ça veut dire, avant de penser une carrière, là, je vais être vivante d'abord. Donc, les soldats partent au front parce que c'est leur métier, mais ils ne partent pas au front pour mourir. Ils partent au front pour combattre et gagner et revenir. Or, on nous dit, à la limite du vulgaire, allez-y mourir, de toutes les façons, il y a de l'argent pour votre famille. Mais ça a été aussi je ne suis pas sûr que... Parce que les soldats, oui. Les familles sont misérables, même après. Oui, mais c'est parce que le soldat est mort au front que la famille devient misérable. Parce que si le soldat ne meurt pas, la famille ne devient pas misérable. C'est pourquoi je dis il faut faire en sorte que... En amont et en aval. Oui, je dis il faut faire en sorte que le soldat ait l'impression qu'il part au front pour combattre, mais il part au front pour gagner et revenir vivant. Et c'est ça qui gonfle le moral de la troupe. Sinon, ce que l'on a dit, personne ne sera contre ça. Hein. On va dire, si d'aventure, tu pars pour gagner et revenir, mais si d'aventure, malheur t'arrivait, on prendra ta famille. Mais on ne peut pas dire aux soldats, partez et mourir, de toutes les façons, il y a de l'argent pour votre famille. Bilgo, à travers ces mesures, on voit la bonne volonté, certainement, et une façon aussi de requinquer le moral, d'apporter quelque chose à ce qui manque au niveau du point de vue moral, psychologique et tout. Mais il y a un autre aspect qui est important, qui n'est pas parmi, ici c'est purement matériel. Il y a l'aspect symbolique. Quand le soldat, la force spéciale
décédée française est décédée au nord Burkina, on a vu tout un ramdam national en France. Et quand le colonel de gendarmerie a été poignardé devant l'Élysée, il y a eu un hommage qui a été fait. Au Burkina, on avait des hommages qui se faisaient. Il y avait la fanfare qui enterrait les soldats, mais depuis un certain temps, ce n'est plus le cas. Et que ça aussi, ce n'est pas des éléments qu'il faut prendre en compte. Oui, d'abord, il faut féliciter. Moi, je pense que c'est une très bonne œuvre. J'encourage, je félicite le chef d'état-major pour ces mesures-là. Et effectivement, j'allais parler justement de cet aspect psychologique, de cet aspect aussi moral, de cet aspect aussi sentimental de l'œuvre réalisée par le soldat. C'est tout comme pour l'enseignant aussi. C'est-à-dire, c'est des gens qui... Ce n'est pas forcément le matériel. On a envie juste de savoir que la patrie est avec nous. Et ce que nous faisons, la patrie reconnaît le sacrifice que nous sommes en train de faire pour elle. J'ai eu l'occasion de rencontrer, lors d'un de mes voyages, un haut gradé d'un pays dont je tairai le nom, et le nom du haut gradé. Il me disait, chez nous, quand un soldat part en guerre, il y a ce qu'on appelle l'intendance sociale. Oui, mais tu peux donner le pays, ça peut être... non, on peut exploiter la pratique ailleurs aussi. Il disait, je ça parce qu'il peut être identifié. Il disait, pas chez nous, il y a l'intendance sociale. De toute façon, les hauts gradés qui suivront cette émission sauront. D'accord, ok. Il y a l'intendance sociale. Ça veut dire quoi? On a mis en place l'intendance sociale parce que quand un soldat va en guerre, on identifie la famille, il y a un référent qui va prendre des nouvelles. Ils ont un problème d'électricité, il y a le plombier qui n'est pas passé, et on donne des nouvelles aussi à la famille de front. Et la femme peut venir à la caserne, il y a un bureau dédié, là où si elle a un souci quelconque, en attendant que son mari revienne, nous sommes sa famille. Et on ne laisse pas ça dans des petites associations d'armée. Il m'a dit, on a mis ça en place parce qu'on a vu que les soldats créaient des petites associations de tontines pour s'aider entre eux. Ce n'est pas leur rôle, c'est nous qui leur avons envoyé. C'est à nous de mettre en place une structure identifiée. Et moi, je me suis dit, c'est beau, on pourrait le faire ici. Et ce n'est pas du matériel. C'est un sentiment qu'on est tranquille. Le soldat, quand il part au front, il est obligé d'aller voir son oncle ou voir son père qui est vieux à la maison ou sa tante pour dire « Ah, regarde un peu ma famille, je pars. » Mais s'il y a ça déjà, peut-être qu'on n'aurait même pas eu besoin d'un texte pour interdire l'utilisation des portables aux soldats. Voilà, parce que voilà, exactement. Parce que ça permet également que le soldat se concentre dans sa mission, en se disant, il y a cette intendance sociale-là, qui est très efficace, qui est puissante, et qui s'occupe de ma famille. Je n'ai pas... Et l'intendance sociale fait le lien, parce qu'il donne des nouvelles aussi aux soldats de sa famille. Ah, hier, madame a eu un problème, la voiture était en panne, on l'a amenée au garage de l'armée, et ça a été réparé. Bon, il y a eu une note, mais on verra ça quand vous reviendrez. Ne vous inquiétez pas. Les enfants ont repris l'école, voilà la note de votre fils, etc. Et c'est bien. Et quand il m'a expliqué ça, durant tout le voyage, ce monsieur, je me suis dit, extraordinaire. Comment avez-vous pu penser à ça? C'est un collège de réflexion qui a été mis en place. Ce qui nous manque ici au Burkina. Tu vas par exemple faire un grand tort aux téléspectateurs si tu ne dis pas le pays, parce qu'on pourrait aller piquer l'expérience. C'est pas mauvais de connaître le pays. Mais attends, mais ce que je voulais dire... Oui, je sais, parce qu'on est sur un plateau, et moi je sais, la question, certains aussi vont se dire, mais c'est quel pays? Tu sais, il faut le dire. Tu sais, Bilgo a parlé de la mesquinerie des Burkinabés, de la méchanceté gratuite des Burkinabés. Ablassé Ouedraoua avait déjà avancé les 3 M des Burkinabés, sont médiocres, sont méchants, etc. Vous savez, ce n'est pas la réflexion qui manque au Burkina. Il y a des gens, nous avons déjà produit des idées où des gens sont venus nous les piquer, ils sont allés les mettre en œuvre, notamment le Rwanda. Ce n'est pas que les gens ne réfléchissent pas, mais ça veut dire ceux qui doivent réfléchir et mettre en œuvre et ils ne partent pas au front. Ils n'ont rien à cirer avec tout ça. Ça veut dire sinon les idées existent et ils le savent. Je suis sûr que ce que Bilgo est en train de dire, nos hauts gradés le savent. Mais comme ce n'est pas eux qui partent, ils n'ont rien à cirer avec ces idées. Il n'y a pas que les hauts gradés, il y a aussi c'est le politique. Oui, l'armée répond du politique. C'est aussi le politique aussi dont cette orientation, elle va normalement... Il y a des pays là où, pour réfléchir sur l'armée et la défense, ce n'est même pas des militaires. Le chef d'État fait appel à des sociologues, à des psychologues, à des... Mais récemment, on vient de créer le Centre national de stratégie de défense. Écoutez, ce que Bilgo dit, moi j'ai dit ça sur ce plateau ici. J'ai causé avec un officier d'un pays étranger qui m'a dit, dans votre armée, il y a un gros mensonge. Tant que vous ne réglez pas ce mensonge, vous n'allez pas vous en sortir. Quand un militaire va au front, il est bien content de savoir que derrière lui, ses frères d'armes sont arrêtés derrière lui et qu'ils sont en appoint pour l'aider. S'il mourait, on allait le prendre. Si quelque chose de sa famille, dans sa famille, il serait parti voir. Mais ici, ce n'est pas le cas.
Ces gens sont laissés à eux-mêmes. Et c'est ce problème-là qui est le souci actuellement. Quand on voit dans les casernes les notes de service, et puis on dit un militaire qui déserte, il est ceci, et ces notes de service-là, on les retrouve sur les réseaux sociaux. C'est un gros souci. Il m'a dit, pour finir, le rôle... On allait dire qu'on t'écoute plus, non, tu donnes pas le pays. Mais le rôle, c'est important, il m'a dit, parce qu'il y a des soldats qui étaient en guerre, on s'est rendu compte que la femme a appelé, annoncé une mauvaise nouvelle sur un petit problème de la maison qui aurait pu être résolu. Et il n'était plus concentré et il s'est fait buter ou il a été blessé. Parce qu'on emporte avec nous les problèmes de famille. On laisse des êtres chers. Et il a dit notre rôle, deux fois certaines informations, on ne lui dit même pas aux soldats parce que ce n'est même pas nécessaire. Merci. On va vous mettre un terme à l'autre émission du jour. Merci à vous d'avoir passé. En tout cas, pour les 10 millions, on entend quand même qu'il y a une communication autour, si c'est fait ou ce n'est pas fait. On entend, en tout cas, nous, on entend des familles toujours se plaignent. On n'a pas eu les 10 millions. Je voulais dire quelque chose. J'ai assisté une fois à un enterrement d'un soldat à Gongin. J'ai été sidéré. Ce jour-là, j'avais même voulu prendre le collet du colonel, là, si j'avais la force. Il vient me dire à moi, Ali Compaoré, il faut dire aux parents de passer saluer la hiérarchie. J'ai dit, mais mon colonel, est-ce que ça tourne rond dans votre tête? C'est vous qui devez aller saluer. Ben oui, j'étais tellement fâché contre lui. Ouais. Je lui ai demandé, mon colonel, est-ce que ça tourne rond dans votre tête? C'est à vous de faire... Oui, mais c'est un ami, donc je lui ai dit amicalement, mon colonel, est-ce que ça tourne rond dans votre tête? C'est vous qui devez faire le déplacement dans la famille pour saluer. Ce n'est pas à la famille encore de faire un déplacement à l'état-major pour dire merci d'avoir enterré notre fils. Merci Ali, c'est un cas marginal, bien sûr. Ben oui, mais je dis ça pour que Léa sache, parce que c'est un ami qui me disait, donc je pouvais lui parler parce que c'est un... Merci à vous tous de nous avoir suivis. J'étais en compagnie d'André Eugène Iliboudo, il est directeur de la radio des écoles, Bilgo, Lionel Bilgo, directeur Afrique de Téménis Média. Merci Bilgo d'être passé. Et puis Mamadou Ali Compaoré, il est journaliste à la RTV Télévision Nationale, ancien rédacteur en chef, ancien présentateur du journal de 20h. Et puis enfin Évariste Faustin Concebo, il est chroniqueur média, il est le président du SEC d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme, également premier porte-parole de FORAC, qui est le Forum alternatif des citoyens. À vous tous, on donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Presse Éco, bien sûr interactif si Dieu le veut.